Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième webinaire concernant le cycle que l'on porte avec l'Université Clermont-Auvergne et Bethel GrosSup pour parler de la refondation de l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène. Et aujourd'hui, on va parler de l'exploitation agricole comme entreprise à mission. Comment soutenir les fonctions nourricières et réparatrices de l'agriculture. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce webinaire deux enseignants-chercheurs. Kevin Levillain, qui est enseignant-chercheur à Mines ParisTech, et puis Julien Cadeau, qui est enseignant-chercheur à Virginia Tech aux États-Unis. Donc, Julien s'est levé tôt ce matin pour être parmi nous. Merci à lui. Comme je le précise à chaque début de webinaire, vous avez deux façons d'interagir avec les intervenants et moi-même. D'une part, vous avez le bouton discussion ou converser ou chat selon votre version de Zoom, dans lequel vous pouvez nous mettre des informations, des références ou me faire part de vos éventuels soucis techniques, ce que je n'espère pas. Et puis de l'autre côté, vous avez le bouton Q&A ou Q&A pour questions-réponses. Et ce bouton sert à poser toutes vos questions aux deux intervenants de ce webinaire. Évidemment, vous pouvez les poser au fil de l'eau. Cela m'arrange en particulier parce que ça me permet d'organiser vos questions qui seront posées et répondues en direct à la fin de l'intervention et de la discussion entre Kevin et Julien. Voilà donc les principales informations que je voulais vous donner et je vous souhaite un bon webinaire. Donc, Kevin va pouvoir partager sa présentation. Voilà. Et nous allons donc pouvoir démarrer ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Kevin, beaucoup. la parole. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs et en particulier à Bertrand Valliorc de m'avoir invité pour ce séminaire. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de présenter des travaux qui sont les travaux collectifs. Je présente aujourd'hui également pour Blanche Segrestin, qui est professeure à l'école des mines, donc Mines ParisTech. Et puis, on est tous les deux co-responsables d'une chaire dont je vais parler dans un tout petit instant, qui s'appelle la chaire théorie de l'entreprise. Et donc, les travaux que je vais vous présenter sont en réalité des travaux collectifs. C'est pour ça que on va faire un petit retour dans l'histoire qui concerne tout un programme de recherche qui a été mené ensemble. Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de l'entreprise à mission, donc, et notamment de voir quel est le potentiel qui peut être ouvert par cette nouvelle forme juridique pour la question du rapport entre l'agriculture et l'anthropocène. Alors, je vous le disais, on est une petite équipe de recherche dans la chaire théorie de l'entreprise qui est soutenue par un certain nombre d'industriels qui nous permet de continuer à mener des recherches fondamentales. Et donc, voilà, les travaux dont je vais parler aujourd'hui, ce sont des travaux d'une équipe et donc je ne vais pas hésiter à faire référence à la variété de ces travaux. Alors, je voudrais parler en trois temps. D'abord, en fait, de quoi on parle quand on dit entreprise à mission et en fait, plus précisément de la forme juridique de société à mission qui a été introduite dans le droit français, pour faire un petit point, pour qu'on soit tous d'accord sur de quoi il s'agit. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais essayer de montrer quelles sont les origines de cette forme juridique et en particulier quels sont les travaux de recherche et les travaux théoriques sur lesquels la proposition législative a été construite et qui me permettra dans un troisième temps de montrer finalement quels pourraient être les usages de cette nouvelle forme, en particulier dans le contexte de l'agriculture. Alors je précise, j'y reviendrai tout à l'heure, que je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions d'agriculture et voilà, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir l'occasion d'échanger non seulement avec Julien, mais avec vous tous juste après pour pouvoir réfléchir à quel pourrait être l'intérêt de cette forme-là dans le monde agricole. Alors, sans plus attendre, la société à mission, c'est quoi ? En fait, j'aime bien la présenter dès le départ comme une innovation en cours, puisqu'en fait, c'est une nouvelle forme juridique qui est à la fois très récente. Elle a été adoptée dans le droit en 2019 et en fait, elle a même été très rapidement ancrée dans le droit puisque le président de la République avait, fin 2017, proposé de redéfinir l'entreprise et ses finalités. Et en fait, la mission menée notamment par Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard a fait le travail en 3 mois de construire une proposition autour de cette ambition-là.
Et vous voyez que, en fait, l'adoption dans la loi en 2019 a été suivie au début de l'année dernière par la publication de décrets qui précisent un certain nombre de conditions, notamment de vérification de la mission d'une entreprise à mission. Et en fait, ces décrets ne sont en fait pas tout à fait complets puisqu'on attend en 2021 encore un nouvel arrêté et peut-être un nouveau décret. Sachant qu'en parallèle, l'Union européenne réfléchit dans une initiative autour de la Sustainable Corporate Governance à ce qu'on pourrait notamment retenir du cadre français de la loi Pacte qui a créé la société à mission, mais aussi potentiellement du devoir de vigilance. Et donc, on est dans un moment assez particulier où toutes les conditions ne sont pas encore extrêmement précises de ce que sont que les sociétés à mission, et c'est la pratique en fait des sociétés elles-mêmes, des entreprises qui adoptent le statut, eh bien, qui est en train de façonner ce que pourrait devenir en fait la société à mission sur une échelle de temps un peu plus longue. Et on parlera un petit peu d'ailleurs de ce mouvement qui est en croissance autour de l'entreprise à mission. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, cette loi Pacte, en 2019, a proposé 3 transformations du droit des sociétés, et même d'ailleurs plus largement, parce que les premières sont dans le Code civil. Je les rappelle très brièvement. La première, alors là, on parle de 2 articles de la loi Pacte, évidemment pas de toute la loi Pacte, juste de ceux qui nous concernent aujourd'hui. Une première modification, c'est un article qui, je dirais, participe de la définition de ce que c'est qu'une société, donc dans le Code civil, l'article 1833, qui disait jusqu'à maintenant, alors il y a l'article 1832 qui dit qu'une société, grosso modo, est créée par un contrat entre associés qui décide d'affecter à une entreprise commune un certain nombre de biens en vue de partager des bénéfices, etc. Et puis il y avait un article 1833 qui disait toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Eh bien, cet article est complété depuis 2019 en disant la société, elle n'est pas seulement constituée, ça n'est pas seulement un contrat, elle est également gérée, ça veut dire qu'elle a des activités. Et donc, cette gestion doit se faire dans l'intérêt de la société et non pas de ses associés ou de ses actionnaires, et surtout en prenant en compte, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux qui vont découler de cette activité. Donc là, on a d'un seul coup une première extension créée dans le Code civil de la responsabilité qui incombe à chaque société de finalement prendre en considération les enjeux de son activité. Et puis, il y a alors ça s'applique à toutes les sociétés, y compris celles qui ne sont pas commerciales, y compris les sociétés civiles, etc. Et puis, il y a 2 précisions supplémentaires. Pour les sociétés qui le souhaitent, le Code civil ajoute dans un article du 135 la possibilité de formuler une raison d'être de l'entreprise, notamment de l'inscrire dans les statuts, de la société, de l'inscrire dans les statuts de la société, qui est une raison d'être qui va notamment, et il y a un certain nombre d'articles ensuite dans le Code du commerce qui précisent les conséquences de la définition d'une raison d'être, par exemple, orienter le conseil d'administration, c'est-à-dire que le conseil d'administration, quand il vient prendre un certain nombre de décisions, par exemple sur l'orientation stratégique de l'entreprise, doit faire référence à un moment donné à la raison d'être qui est inscrite dans les statuts. Le droit exige également que la société affecte des moyens pour pouvoir répondre à la raison d'être, qui est un ensemble de principes que la société a inscrits dans ses statuts. Donc ça, c'est pour les sociétés qui le souhaitent. Vous voyez que ça ne change rien d'autre, je dirais, à la gouvernance, en particulier de l'entreprise. Pour changer la gouvernance de l'entreprise, le législateur a introduit un 3e niveau, qui est celui de la société à mission. Et donc, la société à mission, c'est vraiment une forme de gouvernance spécifique, uniquement pour les entreprises qui le souhaitent. Cette fois-ci, c'est inscrit dans le code de commerce. Et pour vous dire un tout petit peu ce qu'il y a dans ce code de commerce, j'ai 2 slides. La première, c'est pour se définir société à mission, on a besoin de 2 premiers éléments. D'abord, il faut une raison d'être, au sens que je viens d'expliquer, donc un certain nombre de principes qu'il faut inscrire impérativement dans les statuts de la société. Et puis, les statuts doivent également comprendre un ou plusieurs objectifs socio-environnementaux qui sont peut-être des éléments un peu plus précis que la raison d'être et que voilà, la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Donc, vous voyez que pour pouvoir devenir société à mission, première condition, il faut une modification des statuts et donc il faut demander aux actionnaires, alors la plupart du temps c'est avec une majorité qualifiée, donc des 2/3, parfois c'est à l'unanimité, de changer les statuts pour ajouter la mission au départ. Mais ça veut dire aussi que pour modifier ou supprimer la mission par la suite, eh bien, il faut à nouveau demander un vote des actionnaires. Donc, il faut à nouveau 2/3 des actionnaires pour pouvoir modifier cette mission. Donc, il y a une forme d'ancrage dans le long terme. Les statuts de la société n'ont pas vocation à être modifiés trop régulièrement.
Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, je vous ai dit, c'est une forme de gouvernance particulière. Et donc, ça va changer, en fait, une petite partie de la gouvernance en créant notamment deux outils de contrôle supplémentaires. Vous avez un comité de mission qui doit être impérativement distinct des organes que la société a déjà, donc par exemple distinct du conseil d'administration, distinct des comités de gouvernance, distinct du conseil social et économique de l'entreprise, par exemple. Donc un comité de mission qui est créé spécialement pour suivre l'exécution de la mission, qui doit se réunir au moins chaque année et produire un rapport qui doit être joint au rapport de gestion et envoyé notamment à l'Assemblée générale. Voilà, donc un comité de mission qui doit vérifier que la société respecte bien la mission qu'elle s'est fixée. Et puis, deuxième élément, un organisme tiers indépendant qui doit vérifier lui aussi l'exécution des objectifs socio-environnementaux et qui, en quelque sorte, vient vérifier que le comité de mission, par exemple, n'a pas mal fait son travail en vérifiant que l'entreprise avait respecté sa mission. Donc, vous voyez, non seulement on se définit un objectif qui comprend des volets socio-environnementaux, mais en plus, on a des éléments de contrôle pour vérifier que l'entreprise qui devient à mission ne fait pas n'importe quoi avec sa mission. Ça veut dire aussi, je ne l'ai pas mis ici, que la loi prévoit qu'on puisse perdre la qualité de société à mission. Je vous l'indique, c'est notamment si vous ne respectez pas ces 4 conditions, ou bien si vous avez un comité de mission ou un organisme tiers indépendant qui estime que vous n'avez pas répondu à vos objectifs qui sont inscrits dans vos statuts, eh bien, le droit précise que n'importe quelle personne intéressée, ça veut dire n'importe qui, hein, peut saisir le juge en référé pour exiger que l'entreprise retire toute mention du fait qu'elle soit à mission dans tout dispositif de communication que ce soit. Autrement dit, si une société est société à mission, eh bien, vous pouvez avoir confiance d'une certaine manière qu'elle respecte effectivement la mission qu'elle s'est fixée. Voilà le cadre proposé par la loi Pacte en 2019. Alors, pourquoi cet élément D'où est-ce que ça vient? C'est ce que je voudrais expliquer un peu rapidement dans cette deuxième partie sur les origines et les fondements théoriques de cette loi. En fait, finalement, et pour faire le lien assez directement avec le sujet du webinaire et de la série de webinaires plus généralement, la question de départ, en fait, elle était de se dire l'entreprise, c'est à la fois, je dirais, une source des problèmes qui se posent, notamment dans le cadre de l'Anthropocène, avec un certain nombre de scandales qui, en fait, viennent simplement, je dirais, exemplifier ou attirer l'attention sur la manière dont l'entreprise et ses activités peuvent contribuer au changement climatique, peuvent contribuer aux inégalités sociales, etc. Et puis en même temps, une forme d'attente qui est peut-être plus forte que jamais sur la capacité d'action, d'invention, d'innovation de l'entreprise pour faire face aux défis qui sont les nôtres et se dire en même temps, mais face aux enjeux du changement environnemental, on n'a peut-être pas le choix que de compter sur la capacité d'innovation des entreprises pour inventer des solutions et nous sortir d'un certain nombre de soucis. En fait, la question, c'est du coup, quand on parle d'entreprise, de quoi on parle dans ce cas-là? Et en fait, c'est tout l'enjeu d'un programme de recherche qui a été mené depuis la fin des années 2000, notamment au Collège des Bernardins, qui est une recherche pluridisciplinaire et qui conduit en fait à réviser fondamentalement ce qu'on appelle entreprise, en particulier parce que si vous demandez, je dirais, à n'importe qui dans la rue ce que c'est qu'une entreprise et à quoi elle sert, je dirais, la plupart du temps, on vous dira que bien l'entreprise, elle appartient à ses actionnaires et que son ambition, c'est de maximiser son profit. Mais en réalité, en disant ça, on fait des énormes erreurs. D'abord parce que l'entreprise, c'est quelque chose qui n'existe pas de tout temps. En fait, le mot entreprise désigne quelque chose de très particulier. On peut dire les activités commerciales, le commerce, les marchands, etc. Ça, c'est quelque chose de très ancien. La société même, en tant que telle, le fait qu'on ait un contrat qui lie plusieurs personnes pour mener des activités commerciales, ça aussi, c'est très ancien. Il y en a au moins depuis l'Empire romain. Mais le mot entreprise, en fait, il émerge à un moment très particulier. Il émerge à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. À un moment, vous voyez, on est en plein dans la seconde révolution industrielle. C'est le moment où on invente à la fois l'électricité, la voiture, l'avion, la chimie. Vous voyez, notamment, c'est tout le moment où on commence à penser les engrais dans le cas de l'agriculture qui, notamment, vise à pouvoir permettre de nourrir une population de plus en plus importante. Vous voyez qu'en fait, ça émerge à un moment où on a besoin d'inventer régulièrement des nouvelles méthodes, des nouveaux savoirs, des nouveaux métiers, et de ce que nos collègues dans le laboratoire ont appelé une forme de domestication de l'innovation.
Et en fait, c'est un moment très particulier où on passe d'un droit qui est peut-être exclusivement celui de la société, qui est voilà, un ensemble d'associés qui se réunissent pour réaliser une activité profitable, etc., à un moment où émerge un directeur général qui doit avoir des compétences, qui est distinct des associés, et qui doit, au fur et à mesure, créer une forme de projet collectif qui va emmener tous les travailleurs, d'une certaine manière, de l'entreprise à définir voilà, de nouveaux objets, de nouveaux services, etc. Et vous voyez qu'on a besoin de développer de nouvelles méthodes. On ne sait pas forcément inventer les nouveaux produits en utilisant exclusivement des capacités voilà, qui sont disponibles sur le marché du travail. Et donc, c'est le moment où on va inventer le contrat de travail pour salariés et donc conserver, former en fait au fur et à mesure tous ces travailleurs. C'est le moment où on va inventer le bureau d'études, la recherche et le développement, voilà, le bureau des méthodes. C'est le moment où en fait, si vous voulez, tous les ingénieurs débarquent au milieu des compagnies, des entreprises. Et donc voilà, l'entreprise, ça désigne un moment très particulier où en fait, avec Blanche Segrestin et Armand Actuel, ils ont appelé ça un dispositif de création collective. C'est-à-dire, c'est bien l'enjeu d'être capable de répéter régulièrement cette capacité à inventer et d'ailleurs à inventer pour un progrès collectif. C'est le moment à l'époque où on dit c'est la fée électricité, c'est les merveilles de l'industrie, c'est l'idée que le progrès technique vient avec le progrès social. C'est dans ce contexte-là qu'apparaît vraiment l'entreprise qui est vue comme voilà, une forme d'organisation, source de progrès collectif. Mais qu'est-ce qui se passe en fait après ce début du XXe siècle? Alors, je passe évidemment sur toutes les luttes sociales qui accompagnent ce mouvement-là. Il ne s'agit pas de faire une histoire toute rose. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans la seconde moitié du XXe siècle? Eh bien, on va oublier en fait, si je simplifie, cette origine de l'entreprise et à la faveur d'une crise de productivité, notamment aux États-Unis, avec la concurrence japonaise, etc., on va se dire, mais finalement, on a un problème, c'est que ce management qui est apparu avec l'entreprise a pris un pouvoir extrêmement important qui n'est pas suffisamment contrôlé. Et donc émerge à ce moment-là l'idée que pour restaurer une forme d'efficacité des entreprises et lutter contre une forme d'opportunisme de ces managers qui ont un pouvoir délirant, eh bien, il faut recréer des modèles de contrôle du management. Et en fait, on va, si vous voulez, défendre que les actionnaires, qui sont ceux qui ont apporté en quelque sorte le capital à la création de la société, eh bien, sont les mieux placés pour contrôler les dirigeants et faire en sorte que les dirigeants eh bien, dirigent l'entreprise, non pas pour leur intérêt propre, mais pour l'intérêt de tout le monde. Et si vous voulez, il y a une mutation profonde à ce moment-là des principes de gouvernement de l'entreprise. Et on va, au fur et à mesure, créer de nouveaux droits pour les actionnaires ou de nouvelles variables de protection. C'est ce qu'indique le graphique en bas à gauche. Une manière, si vous voulez, de voilà, s'assurer que ce sont bien les actionnaires qui vont contrôler que les dirigeants ne fassent pas n'importe quoi. Et en fait, au fur et à mesure, on va inventer un principe qui est que eh bien, l'entreprise n'est jamais mieux gérée que quand elle est gérée pour maximiser le retour à l'actionnaire. Et c'est en fait de ça qu'on hérite aujourd'hui, cette pensée qui émerge entre les années 60 et 70. Et en fait, ce que ce modèle rate, c'est qu'en même temps, ce qu'on appelle l'actionnaire a beaucoup changé. Dans la première moitié du XXe siècle, l'actionnaire, on pouvait avoir l'impression que c'était monsieur et madame tout le monde qui possède des actions dans une entreprise, qui en fait connaît très peu l'entreprise elle-même, ce qu'elle fait, qui a très peu de pouvoir, etc. En fait, dans le même temps, ce que le graphique en bas à droite montre, c'est qu'il y a eu un accroissement très important de l'investissement institutionnel, où vous avez des acteurs qui en fait vont collecter, rassembler une masse très importante d'épargne et en fait, voilà, finir par avoir une part assez importante de l'actionnariat des entreprises. On prend BlackRock, par exemple, dont on parle régulièrement en ce moment. Ils ont entre 5 et 10% du capital de toutes les sociétés du CAC 40 en France, par exemple. Donc, en fait, l'actionnaire qui était monsieur et madame Michu, qui possédait quelques actions dans son coin, n'existe quasiment plus d'une certaine manière. Et aujourd'hui, vous avez une capacité d'influence des actionnaires qui est beaucoup plus grande que ce que ça pouvait être au début du XXe siècle. Et en fait, là-dedans, eh bien, ce qu'on appelle entreprise a très largement disparu. Parce que l'entreprise, ce nouveau management, ce directeur général qui avait des rôles particuliers, n'a pas été institutionnalisé en droit. Et donc, ce projet collectif, cette idée qu'on puisse en fait contribuer à un intérêt collectif au travers de l'innovation, de l'invention de nouveaux produits, etc., ce progrès collectif et social, eh bien, n'a pas été formalisé en droit. Et donc, aujourd'hui, en fait, on fait une erreur quand on confond l'entreprise avec la société. L'entreprise n'existe pas formellement en droit.
Et du coup, face à cette transformation des principes de gouvernance qui vont s'appuyer sur le fait que la société ayant été créée par des actionnaires pour l'intérêt commun des associés, etc., eh bien, on va mettre en quelque sorte sous la coupe des actionnaires le management en créant notamment une individualisation des rémunérations, voyez, en découplant finalement l'activité de l'entreprise de sa rentabilité et qui vont conduire en fait petit à petit, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, à une forme de fragilisation de l'entreprise qui, voilà, par exemple, va outsourcer, externaliser ses activités d'innovation, alors qu'au départ, c'était le cœur de son activité, et ne, par exemple, pas réussir à protéger toutes les initiatives de responsabilité sociale et environnementale, les initiatives de RSE, qui pouvaient être, par exemple, compatibles à un moment avec l'intérêt des actionnaires, et puis qui, potentiellement, eh bien, d'un changement d'actionnaire à l'autre, deviennent, par exemple, non prioritaires. Et donc, en fait, tout l'enjeu du droit, c'était de recréer cette capacité de protéger le projet collectif, de faire exister, si vous voulez, l'entreprise en tant que ce projet collectif face à la société qui était un contrat entre actionnaires. Et en fait, aux États-Unis, parce que de manière assez étonnante, c'est aux États-Unis qu'émerge cette innovation juridique au départ, eh bien, c'est des avocats qui, notamment poussés par des entrepreneurs sociaux, notamment du mouvement Clean Tech aux États-Unis, tout le mouvement qui crée, vous voyez, par exemple, des sources d'énergie compatibles avec la transition écologique, etc., se disent, eh bien, il faut protéger les dirigeants qui souhaitent justement faire vivre ce projet collectif, social et environnemental, contre, par exemple, la pression des actionnaires. Et la seule manière de faire ça, eh bien, c'est d'exiger un engagement de ces actionnaires, une manière de leur dire, bien voilà, vous reconnaissez que l'entreprise existe pour un projet social et environnemental, par exemple, mais ça peut être technologique, humain, enfin ça peut être très très large, hein, social, environnemental, c'est assez peu défini, mais en tout cas qui vient au-delà de la profitabilité et de la distribution de dividendes. Et donc, eh bien, les actionnaires s'engagent en votant des statuts qui précisent cet objectif voilà, dans un contrat qui fait exister. Eh bien, c'est un petit peu la base qui a été retenue pour la forme française de société à mission. Si vous voulez, en une phrase, la société à mission, c'est un engagement de la société personne morale qui existe en droit, et de ses actionnaires sur une finalité collective de l'entreprise. Et donc, si vous voulez, on va transformer la relation qui existait entre les actionnaires et le management, les actionnaires nommant, par exemple, les administrateurs qui vont nommer le directeur général, etc., qui est une relation un peu voilà, de dyade entre les deux, en créant un troisième pilier, cette mission, en disant les actionnaires s'engagent vers la mission, et en même temps, c'est la mission qui va déterminer quel est le mandat du dirigeant, ce pourquoi le dirigeant doit travailler, au lieu de se dire il travaille dans l'intérêt des actionnaires, par exemple, ou bien il travaille dans l'intérêt de la société en tant que telle, la société personne morale, qui est en fait assez peu définie. Mais là, en fait, non, c'est clair, il travaille dans le sens de la mission, et cette mission est inscrite dans les statuts. Donc, si vous voulez, ça a plein de bonnes propriétés. Ça permet de qualifier ce que c'est que l'entreprise en droit, mais aussi en théorie. On fait réémerger cette idée d'entreprise qui avait un petit peu disparu pendant le XXe siècle. Et puis, ça va créer une base juridique pour protéger les initiatives sociales et environnementales qui pourraient être menées par l'entreprise avec cet engagement statutaire. Et puis, en France, des dispositifs de contrôle et de sanctions qui n'existent pas en tant que tels aux États-Unis, mais qui ont vraiment été créés par le législateur français pour dire voilà, vous prenez un engagement, mais en plus, on contrôle, on crée les moyens de vérifier que vous respectez bien la mission que vous vous êtes fixée. Alors, je précise tout de suite que du coup, la société à mission, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, en particulier, vous avez peut-être entendu parler du cas Danone sur lequel on reviendra peut-être, qui a été l'occasion de dire finalement, à un moment où Danone avait créé un plan de licenciement d'une partie de ses cadres, qu'une société à mission ne devrait pas pouvoir licencier, etc. En fait, pas du tout. Vous voyez, une société à mission, c'est simplement un engagement dans une mission particulière. Ça n'est pas une société à but non lucratif, ça veut dire qu'elle peut continuer à distribuer des dividendes et qu'il n'y a pas de limite sur cette distribution-là. Simplement, il faut que cette distribution soit compatible avec la capacité de l'entreprise à répondre à sa mission. Ça n'est pas non plus un outil de verrouillage des dirigeants. On a dit que ce n'était pas normal, par exemple, que Emmanuel Faber puisse être débarqué de chez Danone, mais la société à mission ne contribue pas à ancrer ad vitam aeternam le dirigeant dans l'entreprise. Vous voyez, et en particulier, on pourrait dire si le dirigeant ne répond pas à la mission, eh bien, il faut impérativement un mécanisme qui permet de l'éjecter. Donc, il n'y a pas c'est pas un verrouillage des dirigeants. Et puis, ça n'est pas non plus un label ou une certification de vertu. Toute société à mission n'est pas par nature
une société bienveillante ou vous voyez, vertueuse. Ça dépend évidemment de la mission qu'elle s'est fixée. Et donc, eh bien, pour savoir à quoi elle s'est engagée, il faut regarder quel est le contenu de la mission que l'entreprise s'est assignée. Donc voilà, pour préciser quelques éléments par rapport au débat, mais on pourra y revenir peut-être dans les échanges par la suite. Alors, peut-être dans une troisième partie, quel pourrait être l'intérêt aujourd'hui de cette forme? En fait, comment c'est mis en pratique? Puisque là, on a beaucoup parlé du droit, de l'origine, etc. Mais finalement, qu'est-ce que ça donne maintenant que ça a été inscrit dans le droit? Alors, premièrement, il y a une croissance exponentielle du nombre de sociétés à mission. Je vous ai mis un certain nombre d'exemples là, qui vous montre d'ailleurs que ça peut aller de la toute petite entreprise. J'ai mis par exemple Sublime Énergie, qui est une start-up dans le domaine du biogaz, jusqu'à Danone, voilà, qui est une grande société cotée. Donc, et puis ça peut aller aussi dans tous les secteurs. Vous voyez, par exemple, à la droite, j'ai mis les écoles, l'EM Lyon, par exemple, ou Grenoble École de Management ont adopté la forme de société à mission. Des investisseurs, vous voyez, Mirova et Kofi, qui sont des acteurs de l'investissement, donc voilà, des acteurs de la santé. Et puis, il y a InVivo, par exemple, en haut à gauche, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est donc une grande coopérative agricole. Donc voilà, ça touche en fait une très grande variété. Aujourd'hui, on est à plus de 160, on a une forme de croissance exponentielle. La question, c'est finalement quelles sont les conditions qui font que ce statut fonctionne, et puis quel est l'usage en pratique de ce statut, et puis pour nous, qu'est-ce que ça pourrait créer pour le monde agricole. Alors, je voudrais d'abord insister sur le fait que c'est une loi que j'appelle plutôt générative, plutôt que coercitive, c'est-à-dire que, vous voyez, elle crée la sanction de perdre la mission, elle crée un certain nombre de responsabilités pour le dirigeant si le dirigeant venait à bafouer la mission parce qu'elle est inscrite dans les statuts, mais elle ne crée pas, vous voyez, une obligation notamment de chaque société, par exemple, à se doter une mission. C'est vraiment pour celle qu'ils souhaitent. Et du coup, en fait, ça génère toute une action un peu nouvelle autour de la mission qu'on n'avait pas forcément prévue, qu'on n'avait pas envisagée au départ, avec une transformation un peu au long cours de ces choses-là. Et donc, par exemple, parmi les usages qui émergent, vous avez des actionnaires qui s'en saisissent pour protéger le projet de l'entreprise. Alors, évidemment, l'investissement responsable, mais pas que. Les actionnaires minoritaires, par exemple, sont très contents qu'il y ait un moyen de faire en sorte que l'entreprise dans laquelle ils ont investi ne soit pas transformée par exemple, l'arrivée d'un activiste à un moment ou à un autre. Vous voyez, ils sont rassurés de voir que le projet de l'entreprise est lui-même ancré. Ça peut être une manière de partager et de protéger une conception de l'engagement. Voyez, alors par exemple, InVivo, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont senti la perte un peu du modèle coopératif dans ces espèces d'énormes coopératives qui rassemblent énormément de sous-structures, de sous-filiales, etc. Et donc, l'un des enjeux pour eux, c'était de rappeler que le modèle coopératif était au cœur de leurs préoccupations. Donc, ça fait partie des choses qu'ils ont inscrites dans leur statut. Et puis, ça peut être aussi un moyen d'engager la transformation d'un secteur économique plus largement. Vous voyez, par exemple, à l'envie dans le secteur de l'aide, de tout ce qui est aide aux soignants, enfin, comment on appelle ça, le personnel aidant, en particulier, par exemple, pour l'autonomie des personnes âgées, etc., qui souhaitent en fait que tout le secteur de ces aidants adopte une mission pour qu'on puisse les rendre comptables du fait qu'ils respectent, par exemple, les personnes qui sont à la fois leurs clients, leurs patients, etc. Donc voilà, et la Mirova, par exemple, dans la finance, c'est pareil. Leur enjeu, c'est d'engager tout le secteur de la finance dans une transformation, et donc on pourrait se définir des éléments de mission un peu minimaux pour chacun des secteurs en se disant, si vous êtes dans le secteur de la santé, de la finance, etc., vous devez avoir une mission qui comprend, par exemple, tel ou tel élément. Donc, ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui beaucoup discutées autour de la mission. Alors, je vais passer très vite là-dessus parce que je voudrais garder un petit peu de temps pour mon tout dernier slide. Évidemment, il y a 3 piliers pour l'efficacité du modèle. Bien définir la mission, évidemment, c'est clé puisque c'est ce à quoi on est engagé. Donc là, on a beaucoup de travaux de recherche là-dessus, je ne vais pas avoir le temps de les expliquer. La déclinaison opérationnelle, c'est-à-dire comment est-ce que cette mission elle est ensuite déclinée sous forme d'objectifs précis, concrets, alors pas toujours quantitatifs, pas toujours mesurables, mais vous voyez, par exemple, quand vous avez un objectif de créer des partenariats avec la recherche, pas forcément la peine de compter le nombre de chercheurs que vous avez contactés, mais simplement on peut vérifier si oui ou non la manière dont vous menez vos activités, elle est bien, par exemple, inspirée des dernières recherches qui sont menées dans le secteur dans lequel vous travaillez. Donc, il peut y avoir des engagements précis sans pour autant être forcément quantifiables. Et puis, c'est le fonctionnement du contrôle qui va beaucoup être scruté, parce que pour l'instant, on est vraiment au tout début. Et donc, c'est vraiment cette année que vont émerger les premiers rapports de comité de mission, les premiers rapports d'organismes tiers indépendants. Donc là, on va vraiment regarder comment fonctionnent ces instances-là. Alors, pour l'agriculture, pour terminer là-dessus,
finalement, il y a une question majeure aujourd'hui de la mission qui se pose, c'est comment est-ce qu'elle peut se propager à l'écosystème. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, c'est très rare qu'une entreprise travaille toute seule. Et en fait, d'ailleurs, quand on regarde la mission que se fixent les entreprises, c'est très rare qu'elles puissent répondre toutes seules à l'ambition qu'elles ont inscrite dans leur mission. Et il me semble que pour ça, le domaine agricole est un très, très bon cas, parce qu'il y a tout un tas d'étages différents auxquels on pourrait penser pour installer cette question de la mission. Premier élément, on peut se dire, et c'est notamment la proposition que Bertrand Valiorgue fait dans son ouvrage, on pourrait inventer, et c'est le titre d'ailleurs du webinaire d'aujourd'hui, on pourrait inventer l'exploitation agricole à mission, en se disant, bien finalement, pour chacun des exploitants, on devrait peut-être avoir des éléments de mission communs qui devraient formaliser des engagements, puisque chacun de ces exploitants travaille sur je dirais des objets qui pourraient être considérés comme des biens communs, ou voilà, qui sont en lien avec la nature, sur lesquels chacun peut avoir un intérêt. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir à faire émerger un intérêt collectif, c'est-à-dire que cette mission ne se retourne pas, par exemple, contre les exploitants eux-mêmes comme une forme d'injonction supplémentaire par rapport à tout ce qu'ils ont déjà à gérer par ailleurs, mais au contraire comme un moyen de formaliser ce qui pourrait être une aide, par exemple, à la fois à l'exploitant, mais aussi à toutes les parties prenantes qui s'y rapportent. Et donc là, on a tout un champ peut-être pour inventer ça, sachant qu'évidemment, l'exploitation agricole, elle n'a pas toujours un statut de société commerciale, donc ce n'est pas toujours possible d'appliquer le modèle de la mission à cette société-là. Donc on a en fait peut-être là un petit trou juridique sur lequel il faut travailler, donc ce serait une première piste. Mais on peut étendre, notamment par exemple au niveau territorial, on peut parler des groupements, on peut parler des bassins par exemple. Est-ce qu'il faudrait inventer ce que serait qu'une mission à ce niveau territorial-là? On pourrait dire en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur, par exemple, la notion d'agroécosystème, qui insistent sur les relations qu'il y a nécessairement entre acteurs. Par exemple, une collègue qui est à l'INRAE aujourd'hui, qui était au laboratoire CGS avant, à l'école des mines, travaille sur la notion d'inconnu commun, c'est-à-dire comment faire émerger des ambitions partagées sur ce sur quoi devrait porter l'innovation aujourd'hui dans le secteur. Eh bien, on pourrait dire la mission, ça pourrait être un moyen de se dire voilà comment formuler ce qui serait notre ambition collective autour des questions aujourd'hui agroécosystémiques. Et en préparant la séance avec Julien et Bertrand, on s'est rendu compte que c'était un étage dans lequel on pouvait peut-être exprimer des missions facilement, mais sur lesquelles, en fait, il n'y a plus forcément d'entreprise. Et donc là, soit on a des entreprises sans mission, soit ici, on a des missions sans entreprise. On pourrait se dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour recréer ce qui pourrait être une entreprise à ce niveau écosystémique? Peut-être que le groupement est une bonne base, mais pas seulement. Et l'étage du dessus, eh bien, c'est peut-être de travailler justement sur les coopératives. Il y a déjà un certain nombre de coopératives qui aujourd'hui se reposent sur la mission justement comme une manière de diffuser ces engagements socio-environnementaux dans tout l'écosystème. On pourrait se dire que c'est quand même un point nodal de l'engagement dans le milieu agricole, et donc c'est peut-être un bon point pour commencer. D'autant que, vous voyez, j'en ai mis que quelques exemples ici avec InVivo et Limagrin, c'est peut-être ici que se déploient les principales capacités d'innovation. Et donc c'est peut-être justement précisément à cet endroit-là qu'on devrait inscrire la mission de développer un futur souhaitable. Par quoi ça passe en matière d'innovation, ce à quoi il faut faire attention, quelles sont les recherches qu'il faut mener, quels sont les partenariats qu'il faut absolument développer avec les écoles, par exemple les laboratoires de recherche, c'est pour ça que j'ai mis aussi l'INRA ici, qui travaillent sur ces questions-là, sachant aussi, et là je fais référence également notamment aux travaux de Bertrand sur la dégénérescence des coopératives, que InVivo a notamment choisi la mission aussi pour défendre le modèle coopératif en tant que tel. Et donc là, on rejoint un enjeu de gouvernance que j'avais plutôt présenté du côté actionnarial tout à l'heure, mais qui est de dire la gouvernance d'une coopérative, c'est quand même aussi quelque chose d'assez compliqué. Et peut-être que la coopérative à mission est un moyen de renforcer ce modèle coopératif en tant que tel. Et puis, dernier étage, et je m'arrête ici, eh bien, il y a également les grandes entreprises, par exemple le secteur alimentaire, mais aussi les investisseurs. Et j'ai remis Mirova, parce que par exemple, Mirova a des initiatives qu'ils appellent de blended finance, où ils essaient justement de mettre en place des modèles d'agriculture plus durables, alors plutôt dans les pays en développement, hein, pas forcément en France, là où le statut de société à mission existe. Mais vous voyez que ce sont des sociétés qui, par leur mission, ont l'ambition de travailler sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème, et donc peut-être compter également sur ces acteurs-là qui se
je dirais, se positionne, hein, Danone aujourd'hui c'est le cas, se positionne en pionnier de la transition alimentaire, justement pour compter ou exiger de leur part, puisqu'ils sont à mission de développer les moyens de faire redescendre cet engagement jusqu'au niveau de l'exploitation agricole. Donc voilà un paysage d'un certain nombre de pistes qui s'ouvrent aujourd'hui autour de la société à mission pour le monde agricole, mais je pense qu'on peut en discuter ensemble. Merci beaucoup, Kevin, pour cette intervention qui est hyper intéressante. Et donc, peut-être si tu peux départager ton Oui. écran pour que Julien puisse préparer son temps de discussion, puisque dans ces webinaires, nous avons un intervenant traite un sujet et puis un discutant qui réagit et qui prolonge, enfin qui organise un temps de discussion sur cette intervention. Et donc, tu mets en mode. Très bien. Merci Philippe. Et merci Kevin, c'est complètement passionnant. Surtout ce qui est presque jubilatoire, c'est de voir l'innovation institutionnelle, puis en même temps de faire les recherches dessus, ça doit être incroyable. Donc ça, c'est super. Et alors du coup, moi je vais discuter cette présentation et de l'application donc proposée par Bertrand Warliorg pour l'entreprise agricole, avec cette idée d'entreprise agricole à mission, d'entreprise à mission agricole. L'idée, c'est peut-être... là, Kevin, tu nous as bien expliqué un peu le contexte, le diagnostic de l'apparition de cette innovation institutionnelle, finalement, de l'entreprise à mission, qui était dans un contexte, finalement, où, si je ne me trompe pas, c'était un peu l'idée qu'on a la gouvernance actionnariale. C'est un peu pour éviter les excès de la gouvernance actionnariale avec l'augmentation des inégalités, puis effectivement avec la non prise en compte des externalités environnementales des grandes entreprises, et où on se dit, bon, bah là, il y a un souci, bon, bah, il y a effectivement un souci qu'il faut gérer. Et du coup, je vais remettre en perspective au niveau de l'exploitation agricole, parce que c'est vraiment au niveau de l'exploitation agricole que Bertrand fait sa proposition, qui est super intéressante, d'entreprise à mission agricole. Et du coup, un des premiers points, c'est de voir que l'entreprise agricole, bah, c'est pas comme les entreprises à société anonyme où on n'a pas cette dissociation entre l'actionnaire et le management, mais pour autant, on a bien des problèmes à gérer au niveau de la responsabilité environnementale qui peut être traitée par cette modification de la gouvernance. Donc là, je reviens juste sur le diagnostic finalement proposé par Bertrand et que je revois un peu à ma sauce sur le modèle agricole qui finalement pose problème quelque part. Donc je mets un entre guillemets parce que effectivement hein, c'est la caricature du modèle qu'on voudrait modifier pour avoir une agriculture qui est plus résiliente, plus environnementalement responsable, etc. Et donc, alors, le diagnostic, c'est l'idée qu'on a des entreprises agricoles où la gouvernance, bah, elle ne se fait pas par le cours de l'action, mais elle se fait par la pression sur le revenu des agriculteurs qui ont finalement des revenus assez faibles par rapport au montant des actifs dans lesquels ils ont investi, dû à l'intensité capitalistique des exploitations agricoles. C'est-à-dire que dans une exploitation agricole, il faut investir beaucoup par rapport au chiffre d'affaires qu'on génère. Par exemple, bah, les exploitations agricoles, euh, avec 1 euro d'investissement, on obtient 0,2 ou 0,2 à 0,4 euros de chiffre d'affaires. Alors que les entreprises bah, comme Danone, par exemple, ce sera 1 euro d'investissement pour 1 euro de chiffre d'affaires. Et pour les supermarchés, ce sera 1 euro d'investissement pour 5 euros de chiffre d'affaires. Donc là, on voit que le niveau d'investissement euh, euh, qu'il faut, qu'il faut avoir pour générer 1 euro de chiffre d'affaires est complètement fou pour les exploitations agricoles. C'est de l'ordre de l'industrie lourde, sauf que c'est supporté par des exploitations familiales. Et du coup, ce qui amène en fait la relation à l'actif agricole, euh, eh ben, on peut avoir un problème d'endettement, du coup, lié à ça.
Et puis aussi, avec l'investissement dans l'équipement, on peut avoir une dépendance contractuelle et cognitive en amont et en aval qui est bien expliquée dans le livre de Bertrand Valliorgue. Euh, et notamment la dépendance par rapport aux semenciers, puis la dépendance par rapport aux machines. Et là, récemment, il y a Philippe Janot qui travaille sur des recherches sur notamment la dépendance par rapport aux machines connectées, et du coup avec finalement une externalisation de la connaissance, et donc qui crée une dépendance même cognitive finalement de l'agriculteur par rapport à des grandes entreprises qui sont en amont et en aval et qui sont dans une structure oligopolistique. Donc on a peu de grosses entreprises avec au milieu une population assez élevée d'entreprises familiales, donc des agriculteurs. Et donc en fait, ce qui est intéressant dans cette configuration, et ce qui est problématique dans l'ère anthropocène, où on a plus de risques climatiques, plus de sécheresse. Ben là, on l'a vu ce printemps, c'était terrible pour les viticulteurs, par exemple, avec la séquence chaleur-gel qui a détruit le vignoble. Et ben finalement, euh, on va avoir une augmentation des risques, et une solution qui émerge, et là, moi, je le vois depuis les États-Unis, où les politiques agricoles, finalement, utilisent beaucoup l'assurance, et finalement, les politiques agricoles consistent beaucoup à subventionner l'assurance, qui fait que les agriculteurs prennent des assurances. Mais alors, le problème de ça, c'est finalement que les agriculteurs, eh ben, ils vont initier des activités qui sont assurables. Et quelque part, moi, je vois dans l'émergence de l'industrie du chanvre et du cannabis aux États-Unis, qui est un peu en boom en ce moment, mais où eh ben, la décision de l'agriculteur va dépendre de l'assurance, sauf que l'assurance sur le revenu doit être basée sur des produits contractualisables, où on a un prix, donc où on a un marché, donc où on a une production assez suffisante. Et le problème, c'est que du coup, en termes de biodiversité et de valorisation des terroirs locaux, on se rend compte qu'il y a une espèce de contradiction entre la biodiversité et les outils de gestion du risque qui peuvent être liés à cette nécessité de contractualité. Euh, et bien sûr, le risque exacerbe la pression sur les revenus, qui exacerbe l'aversion au risque et qui exacerbe la dépendance contractuelle et cognitive. Donc on est effectivement dans cette espèce de processus euh, euh, qui est, qui est où on a une dépendance de l'agriculteur avec une utilisation euh, euh, avec une dépendance par rapport à des entreprises industrielles, et qui déconnecte finalement du terroir, on va dire, l'agriculteur. Donc ça, c'est le constat. Et du coup, Bertrand propose l'entreprise agricole à mission. Et on peut se dire que effectivement, on est dans un contexte favorable, un peu comme on le voit avec la notion d'entreprise à mission, comment ça a été pris en compte, parce qu'il y a eu un diagnostic partagé, et puis du coup, le président Macron a fait a mis tout de suite ça en place parce qu'effectivement, la société était prête pour ça. Et moi, je me disais, pour l'entreprise agricole à mission, on a aussi un contexte institutionnel. Par exemple, là, je vais prendre l'exemple du plan Ecophyto, qui avait été bien formulé en 2008 avec des objectifs clairs. Et puis, du coup, où on se rend compte, mince, on a complètement raté ces objectifs. Et là, j'ai l'impression, d'après ce que je ressens, mais on verra les réactions dans le chat, où il y a peut-être des gens plus proches de cette politique, où on a une reconnaissance partagée en fait d'un échec collectif sur ce plan Ecophyto. Et du coup, cette reconnaissance de l'échec collectif peut amener les acteurs à se dire, bon, ben là, faut vraiment qu'on fasse quelque chose, et puis on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des innovations institutionnelles comme l'entreprise à mission. Alors, il y a l'essor de la finance durable. Donc, j'ai mis pas mal de petits exemples au cas où pour convaincre les spectateurs, parce qu'on peut toujours être sceptique. Mais du coup, je pense qu'il y a quand même une réalité des marchés financiers qui veulent se tourner, qui veulent trouver des projets, et puis avec des indicateurs clairs pour s'assurer que leur investissement, quand ils veulent avoir un impact environnemental ou sociétal, eh ben, que ce soit effectivement le cas.
Ensuite, les tendances favorables, c'est qu'en fait, on a une gouvernance intéressante finalement en Europe, en France et dans les régions, et au niveau des exploitations agricoles et au niveau des territoires, qui peut, et c'est ce que tu disais, Kevin, la discussion avec Bertrand, on en avait discuté sur finalement la notion de bassin. On a plein d'institutions qui peuvent être remises en perspective, peut-être redynamisées par ce type de concept. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et on a bien sûr dans l'agroalimentaire, et ça c'est génial, des coopératives, alors qui sont toujours résilientes, même si parfois on se pose des questions sur tiens, mais est-ce qu'elles travaillent vraiment pour l'agriculteur? Est-ce que l'agriculteur est représenté? Mais qui affirment leur gouvernance. Et là, on a l'impression qu'à la faveur un peu de cette, je dirais, du fait que la société est prête pour l'entreprise à mission, et du coup est intéressée par ces questions de gouvernance, finalement, les coopératives elles se sont dit, mais nous, on a une carte à jouer. Et finalement, elles affirment un peu leur gouvernance coopérative. Et ça peut permettre aussi, ça peut pousser vers l'innovation, vers la constitution d'entreprises agricoles à mission. Et peut-être les coopératives peuvent même être moteurs là-dedans. Non seulement pour elles-mêmes se définir une mission, sauf qu'en fait, elles peuvent nous dire, mais nous, on est déjà une entreprise à mission en soi, presque, du fait de notre gouvernance, et on est le prolongement de l'exploitation agricole. Et elles peuvent se dire, mais du coup, on peut encourager peut-être nos adhérents à adopter ce statut. Voilà. Alors du coup, j'ai peut-être quelques questions pour toi, finalement, Kevin, qui est le retour d'expérience. Alors là, tu nous as bien dit que c'est tout neuf et que c'est émergent et que finalement, les retours d'expérience, on n'en a pas encore vraiment, mais au cas où, si vous avez des idées sur est-ce que formaliser la mission, est-ce qu'on va au-delà du greenwashing, quoi, quelque part, hein, c'est toujours la question qu'on a sur ce type d'initiative. Est-ce que ça amène vraiment les enjeux au cœur des projets? Est-ce que ça a changé Danone? Ou est-ce que c'est juste la validation d'orientation prise? Ensuite, oui, il y a cette question effectivement, hein, où on a vu où on a vu que cette entreprise à mission, elle a émergé dans un contexte de dissociation de l'actionnaire et des autres parties prenantes de l'entreprise, avec un pouvoir trop élevé de l'actionnaire finalement. Et quelle pertinence dans un contexte TPE sans partie prenante interne, et où, même d'un point de vue pratique, comment on organise un comité où on va avoir un salarié. Alors, des entreprises agricoles ont des salariés, mais bon, pas toutes déjà. Et puis, la dissociation travail, top management, enfin la direction de l'entreprise et actionnariat est moins pertinente peut-être. Et puis, alors là, je vais adopter une vision hyper utilitariste, hein, qui n'est pas dans ce que tu proposes, Kevin, sur est-ce qu'être à mission donne accès à des ressources stratégiques, financement, foncier? Alors là, on voit bien, par exemple, dans l'agriculture, comment ça peut jouer sur, tu sais, quand il y a des réallocations du foncier sur les décisions de la SAFER, par exemple, ce genre de choses. Comment ça peut mettre en mouvement des institutions qui font que une entreprise agricole à mission aura accès à des ressources supplémentaires. On peut aussi imaginer, par exemple, que les banques en fait créent des formes de financement dédiées pour les entreprises à mission, et qu'elles seraient l'intermédiaire entre le financement de l'exploitation agricole et ces marchés financiers qui cherchent des outils de plus en plus, et ils sont prêts à innover en fait, qui cherchent à investir dans ces entreprises à mission. Voilà. Peut-être qu'on peut s'arrêter sur ces questions-là, sur ces 3 questions. Et puis après, j'en ai 3 autres, mais peut-être qu'on va traiter ces 3 questions. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être ce que je propose, c'est que du coup, pour gagner du temps, compte tenu qu'il est déjà 11h50, par rapport à chacune des questions, j'ajoute des questions des spectateurs qui sont dans le même esprit, en particulier sur formaliser la mission, quel retour d'expérience. Il y a une question de Didier qui dit, est-ce que vous auriez des exemples concrets ou des idées précises de mission pour des entreprises agricoles? Du coup, retour d'expérience et pour voilà, est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous voyez, ou que vous imaginez
possible dès maintenant. Merci, merci beaucoup Julien, merci beaucoup Philippe. Effectivement, alors c'est évidemment des questions très, très importantes et très, je pense que vraiment qui font progresser la réflexion sur les entreprises à mission en particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questions notamment sur le fait que les formes spécifiques des exploitations agricoles, par exemple, ne permettent pas aujourd'hui d'adopter les missions parce que ce ne sont pas les sociétés commerciales. Donc, c'est aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a effectivement un trou juridique et je pense que eh bien, les enjeux spécifiques, par exemple, de l'activité très capital-intensive de l'agriculture devrait effectivement, je pense, générer une réflexion dans la suite, notamment de ce que propose Bertrand sur comment est-ce qu'on pourrait mobiliser ce modèle dans le cadre de l'agriculture. Pour la première question sur est-ce qu'on va au-delà du greenwashing, je ne peux pour l'instant pas faire de réponse, je dirais, générale, vous voyez, un peu statistique d'une certaine manière sur, voilà, sur toutes les entreprises, où est-ce qu'on en est. Mais enfin, on a quand même d'abord travaillé avec plusieurs d'entre elles de manière très proche. Moi, je connais très bien, par exemple, Nutriset, qui est une société de l'agroalimentaire, mais qui fait des produits de lutte contre la malnutrition pour les pays du Sud, notamment. Et en fait, très clairement, pour ces entreprises qui se définissent cette mission, ça devient d'abord, elles formalisent effectivement les enjeux de responsabilité de leur activité telle qu'elles la mènent au cœur de la mission. Il ne s'agit pas d'ajouter, voilà, en disant, alors il y en a certaines qui le font, hein, mais par exemple, d'un côté, je fabrique des vêtements et puis de l'autre côté, je me dis qu'il faut que je lutte contre le changement climatique et puis on a du mal à voir le lien entre les deux et donc là, on reproduit en quelque sorte une forme de séparation entre la RSE d'un côté et l'activité de l'autre, ce qui est dommageable. Et je pense qu'il y a vraiment un certain nombre d'entreprises à mission qui font l'effort de formuler qu'est-ce qu'elles comptent apporter, soit dans leur propre stratégie, soit au travers de leurs produits, qui sont liés au cœur de leur activité. Et par exemple, chez Nutriset, que je connais bien, ça les amène à utiliser la mission comme outil de décision au quotidien, au niveau managérial, avec qui on fait les partenariats. Voyez, et d'ailleurs, j'ajoute que le comité de mission joue un rôle très important, y compris chez Danone, où, par exemple, le comité de mission, on le sait parce qu'on a mené des entretiens, notamment avec les membres du comité de mission, ont très clairement fait comprendre dès le départ qu'il ne s'agissait pas de les utiliser comme des pantins et qu'ils comptaient bien, en fait, challenger, par exemple, la direction sur les indicateurs qui leur avaient été proposés en disant, pour nous, ce n'est pas les bons, ce n'est pas ceux qui sont les plus importants concernant votre activité. Et d'ailleurs, ils ont menacé plusieurs fois de démissionner du comité de mission quand il y a eu toute cette affaire autour d'Emmanuel Faber, en montrant que voilà, c'était un pouvoir, une sorte de contre-pouvoir d'une certaine manière, qui avait une certaine existence médiatique aussi, et qu'ils comptaient bien l'utiliser en tant que tel. Donc, je pense que voilà, il y a des entreprises vraiment qui le mobilisent. Évidemment, ce ne sera pas le cas de toutes, et il y aura nécessairement du greenwashing pour certaines d'entre elles, mais à moins voilà, que les organismes tiers indépendants jouent un rôle vraiment de police là-dessus et conduisent à contrôler finalement le contenu des missions. Alors, pour des exemples concrets, il me semble que, et ça répond aussi un peu à la deuxième question, la pertinence dans un contexte sans partie prenante interne, en fait, l'entreprise à mission, et une autre question d'ailleurs dans le chat qui est finalement, est-ce qu'il y a d'autres enjeux que finalement simplement des questions d'image pour se définir une mission? Il me semble que oui, parce que justement, c'est un moyen d'expliquer, y compris à vos parties prenantes externes, sur quoi vous comptez vous engager et donc sur quoi vous voulez être évalué. Et c'est une manière de préempter d'une certaine manière tout un tas de critiques qui vont porter sur des dimensions qui, d'une certaine manière, ne vous semblent pas centrales dans l'activité que vous êtes en train de mener. Et donc, nous, quand on travaille avec des entreprises, on les incite vraiment à se mettre dans une situation, on appelle ça un stress test, on les met dans une situation où voilà, il y a doute sur la sincérité de leurs activités, etc. Et on leur demande, si vous avez formulé votre mission comme ça, est-ce que ça vous permet de vous en sortir? Est-ce que, d'une certaine manière, vous voyez que la mission vous donne une piste de réponse à l'interpellation, par exemple, je ne sais pas moi, d'un élu local ou bien d'une ONG voilà, qui critique. Et du coup, est-ce que vous vous êtes engagé sur les bonnes choses? Et je veux dire, par exemple, dans le cas agricole, on pourrait dire un contenu d'engagement, ça paraît être, par exemple, de rester tout le temps ouvert aux dernières découvertes, je ne sais pas, en matière par exemple, produits phytosanitaires plus respectueux de l'environnement, etc. Donc, ça pourrait être des engagements à intégrer au fur et à mesure que les connaissances progressent dans le secteur,
des innovations qui permettent d'avoir des impacts moindres. Et vous voyez que, par exemple, en l'exprimant comme ça vous évite de dire mon impact doit être zéro. Vous voyez, c'est plutôt, par exemple, je participe, j'aide à l'expérimentation. J'ai des collègues, par exemple, qui créent des zones d'expérimentation, là aussi avec l'INRAE, sur des pratiques agricoles nouvelles. Ça pourrait être ça, par exemple, des engagements, de se dire comment est-ce qu'on aide également les chercheurs à développer des pratiques si on veut effectivement aller vers une agriculture plus régénératrice. Comment est-ce que chacun peut être acteur de ce mouvement-là. Donc, voilà, c'est pour donner un exemple, par exemple, de ce que pourrait être le contenu de l'émission. Et compte tenu de ça, Alors, pour la attends, troisième… Pardon, oui. oui, excuse-moi, c'est parce que il faut plutôt apporter des réponses courtes parce que le nombre de questions augmente. Et donc, si Très c'est bien. possible, Kevin. Alors, très rapidement sur la troisième question de Julien, parce que je pense que c'est connecté aux deux autres. C'est évidemment pas dans l'esprit du législateur qu'il y ait un avantage, par exemple, fiscal au fait d'être à mission. Pour une raison toute simple, c'est qu'on ne peut pas normer le contenu des missions parce que c'est très difficile de dire ce qui est social et environnemental et ce qui ne l'est pas. Donc, absolument, vous ne normez pas le contenu, vous pouvez pas, c'est pas un blanc-seing, comme je disais tout à l'heure, toutes les missions ne se valent pas et donc on ne peut pas avoir une forme de défiscalisation pour toutes les entreprises à mission. Par contre, c'est vrai que certains acteurs, je trouve que c'est une très très bonne piste, comme les banques, comme les collectivités locales, pourraient effectivement subordonner une partie d'aide ou de forme de prêt, par exemple, etc., à des contenus de mission particuliers. Et là, on est vraiment dans la recherche. Je pense pour l'instant, ça n'existe pas, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à réfléchir à des formes de missions partagées au niveau d'un écosystème, au niveau d'un syndicat professionnel, par exemple, ça pourrait être le cas de se dire, eh bien, voilà une sorte de package de missions qui, si vous l'inscrivez comme tel dans les statuts, peut vous offrir les portes d'un certain nombre de bénéfices, mais parce qu'on contrôle bien la rédaction de la mission. C'est bien parce que la mission comprend des engagements forts que derrière, on peut donner accès à des ressources stratégiques particulières. Donc, dans ces cas-là, ça pourrait être envisageable. Peut-être je vais prendre quelques questions, Julien, avant tes trois autres, parce que par rapport à la question de la pertinence, avant la pertinence, il y a le problème de là où on en est, et il y a plusieurs questions des participants concernant le statut d'entreprise à mission qui n'est pas accessible actuellement, a priori, pour des entreprises agricoles, et surtout, il y a un exemple d'agriculteur qui dit, moi, j'ai une de Jérôme Gandon qui dit moi je suis en EARL, on regarde les perspectives, mais il y a plein d'exemples de statuts. Alors, lui cite l'ESUS qui veut dire, je crois, entreprise solidaire d'utilité sociale, mais il y a une autre personne qui parle d'autres types d'entreprises, le BE, qui est entreprise à but d'emploi. Est-ce que cette société à mission, cette entreprise à mission, finalement, elle ne vient pas complexifier encore l'environnement juridique des entreprises agricoles, alors que pour l'instant, elles n'ont pas accès à tous ces statuts un peu particuliers? Et quelle est la perspective que vous voyez, vous, à la possibilité justement que des missions, comme vous le dites, d'intérêt général, d'autres personnes parlent de tout ce qui est les services environnementaux, tout ce qui est effectivement de la gestion des communs ou des choses comme ça. Comment vous voyez, vous, à la fois cette complexité actuelle et la possibilité que l'entrepreneuriat agricole s'engage dans cette démarche d'entreprise à mission? Alors, pour moi, il y a un peu deux questions différentes parce que la complexité, en fait, elle est valable un peu pour toutes les entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a confusion, par exemple, chez certains acteurs entre l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et l'entreprise à mission, qui est perçue comme étant dommageable, par exemple, parce que les entreprises à mission n'ont pas, par exemple, l'engagement pour une gouvernance démocratique ou pour une limitation de la lucrativité avec la constitution de réserve, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont spécifiques, par exemple, à des formes de l'ESS qui ne sont pas à mission. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression d'une forme de généralisation, enfin, je dirais plutôt de multiplication de labels, etc. C'est pour ça que, pour moi, le gros intérêt de l'entreprise à mission, c'est que c'est une forme définie en droit,
qui vise à une forme de généricité, c'est-à-dire qui soit la même en quelque sorte pour toutes les missions. On peut inscrire dans ces statuts des principes coopératifs en étant entreprise à mission, comme on peut vouloir inscrire d'autres choses. Donc, il y a plutôt une forme de généricité là qui me semble être plutôt favorable à la forme d'entreprise à mission. Maintenant, dans le cas particulier de l'agriculture, il me semble effectivement que ce qu'on fait aujourd'hui, et le bouquin de Bertrand aussi, sont justement plutôt des plaidoyers pour dire est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir une branche particulière de l'entreprise à mission pour les exploitations agricoles, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça n'est pas possible, l'agrément ESUS non plus, mais le droit, par exemple, a fait une catégorie particulière en disant les coopératives et les mutuelles peuvent se définir une mission. Bon, a priori, rien ne les empêchait, mais le législateur a quand même rajouté une phrase spécifique pour dire que c'était possible. Eh bien, c'est tout à fait possible que dans un décret futur, on ajoute un élément disant que les exploitations agricoles, par exemple, les EARL, par exemple, pourraient aussi se définir une mission. Vous voyez, donc au contraire, je pense qu'on est là dans une proposition qui peut avoir un impact assez concret et potentiellement souhaitable, surtout si voilà, ça attire une proportion non négligeable aujourd'hui d'exploitants. C'est là où je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est une belle proposition. J'en profite juste pour ajouter une question par rapport au TPE. J'ai parlé de comité de mission tout à l'heure. Pour les toutes petites entreprises, le comité de mission peut être remplacé par un référent de mission qui est moins coûteux à mettre en place et qui, du coup, fait qu'on n'a pas nécessairement un salarié, parce qu'effectivement, pour les entreprises qui n'ont pas de salariés, ce serait impossible. Donc, pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés, vous pouvez définir un référent de mission à la place du comité de mission. Ce n'est pas toujours souhaitable, parce que le comité de mission, en fait, pour le coup, a vraiment un apport stratégique intéressant, parce qu'il vous aide, en fait, à réfléchir à ce que vous pourriez faire par rapport aux problèmes que vous vous posez et aux responsabilités que ça cause. Ça n'est pas qu'une instance d'évaluation, c'est aussi une instance de réflexion stratégique très utile. Mais voilà, ça répond quand même à une préoccupation de coût, hein, simplement, de mise en place. Ok, excusez-moi, j'ai eu un problème de déconnexion là. Donc, peut-être on peut revenir sur la question des coopératives agricoles de Julien, parce qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour de finalement, est-ce que les nouvelles coopératives, est-ce que les coopératives actuelles peuvent faire le job de développer des missions, parce qu'on voit bien que à l'échelle d'une exploitation agricole, vu la taille, c'est compliqué, y compris sur la question de la vérification de la mission. Et du coup, à l'échelle des coopératives, est-ce que du coup, il faut régénérer les anciennes ou est-ce qu'il faut créer de nouvelles coopératives, sachant qu'il est souvent difficile de faire du neuf avec du vieux. Et ça renvoie à la question de Julien également. Kevin. Alors, je ne suis pas forcément compétent sur peut-on réussir à régénérer d'une certaine manière les coopératives qui existent déjà. Cependant, c'est vrai que, alors pas dans le monde des coopératives agricoles que je connais moins, mais par exemple chez les SCOP, donc des coopératives de production, où les coopérateurs sont les salariés, il y a une vraie question aujourd'hui de savoir s'il faut pousser ou pas vers un modèle coopérative à mission. Notamment, et je pense qu'effectivement ça répond à une partie des questions, parce que c'est ce que Julien disait, hein, on pourrait dire que les coopératives sont déjà en partie à mission, sauf que justement, elles identifient plutôt une catégorie d'adhérents qui voient d'une certaine manière leurs intérêts protégés, mais ça ne prend pas en compte l'ensemble des responsabilités que génèrent les activités. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de coopératives, alors moi je parle surtout des scopes que je connais mieux, hein, mais qui se disent, voilà, on devrait pouvoir intégrer, les principes coopératifs le font déjà au niveau international, il y a déjà l'idée que les coopératives se doivent d'être soutenables, etc. Mais en l'occurrence, ça n'est pas un engagement juridique de la même force que le modèle coopératif. Donc on pourrait effectivement, et je pense qu'on a intérêt à penser à un modèle de coopérative à mission, qui fasse le pont, effectivement, entre des missions qui préexistent déjà, mais peut-être on peut se poser la question de savoir si ces missions-là sont toujours adaptées au contexte actuel. Est-ce qu'elles sont toujours adaptées à la forme des coopératives ? J'ai été repris dans
le chat tout à l'heure en disant effectivement que, par exemple, InVivo, c'est une union de coopératives. Est-ce que les coopératives qui font partie de groupements ou d'unions, etc., sont dans le même contexte qu'au moment où le modèle coopératif a été pensé, ou est-ce qu'il faut au contraire penser des formes de mission, des contenus de mission qui sont plus adaptés à ces nouvelles gouvernances? Voilà, je pense qu'au contraire, c'est un vrai outil de penser. Est-ce qu'on pourrait rajouter au travers de la mission? Mais peut-être tu veux compléter, Julien. Ouais, Oui, ouais, ouais. Julien Ouais, est spécialiste, lui, de la coopération, donc il peut en parler. non, moi je trouve que c'est dans ce contexte effectivement où il y a plus de risques liés à l'anthropocène, hein, dans ce que décrit Bertrand, et où effectivement il y a une pression sur le revenu pour les agriculteurs. Finalement, de donner une mission à la coopérative, ça permet de garder le cap sur le long terme et d'être peut-être moins sensible euh, au risque finalement de volatilité presque politique que peut induire des situations différentes qui peuvent changer très rapidement du fait, je ne sais pas, une catastrophe climatique qui va changer les prix sur un produit ou même sur la capacité de production pour les coopératives, pour les agriculteurs, et du coup qui peut générer une espèce d'instabilité politique finalement dans la coopérative. Et peut-être de donner une mission à la coopérative, ça peut permettre d'inscrire l'objectif de la coopérative dans le long terme et de favoriser finalement une réflexion de la part des agriculteurs qui sont donc les propriétaires de la coopérative et de la direction de la coopérative sur OK, bah, quel est notre but et de s'y tenir, même quand des fois il y a des moments compliqués. Et par exemple, je sais pas, par exemple, quand on prend le cas du glyphosate, c'est assez intéressant de se dire que là, il y a eu un peu un retour en arrière sur l'utilisation d'un pesticide. Alors, il y avait peut-être une situation d'urgence, hein, je ne juge pas, mais qui permet effectivement de discuter par rapport à quel est notre cap quand on a une situation particulière phytosanitaire qui fait que ça va changer. Et du coup, de permettre de dire, oui, bah là, il y a une catastrophe en ce moment, alors là, qui fait qu'on utilise le glyphosate, mais c'est sûr qu'on va revenir dans le cap et qu'on est dans la bonne direction. Parce que là, finalement, quand il y a un retour en arrière, maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver, quoi. Et je veux dire, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant pour ça. Ouais. Alors, il y avait plusieurs questions qui tournent autour de l'échelle française versus échelle européenne. En particulier, une première question de Bertrand qui demande si le nouveau décret dont tu as parlé, Kevin, il est à l'échelle française et européenne et quels en sont, ou européenne, et quels en sont les contours. Et puis, une remarque de Francis qui dit que la question de la conscience de la responsabilité environnementale est très différente selon les pays d'Europe. Et du coup, comment on peut gérer une telle évolution, en particulier le développement d'entreprises à mission, qui renvoie aussi quelque part à une autre remarque de Jérôme, qui dit que finalement la PAC déjà conditionne certaines actions et certaines missions, en particulier du fait de la subordination des aides à l'écologisation des pratiques. Et donc, voilà, entre échelle française et échelle européenne, est-ce que c'est la PAC, par exemple, pourrait avoir un effet en disant finalement, la PAC maintenant va essentiellement subventionner des entreprises à mission agricole? Alors, c'est une très très bonne question. D'abord, pour répondre à Bertrand, le décret dont je parle, pour l'instant, il est vraiment à l'échelle française parce que euh, voilà. Alors, en fait, on ne sait même pas d'ailleurs s'il va sortir. Peut-être qu'il ne sortira jamais. C'est notamment parce que les organismes tiers indépendants trouvent que la définition en gros, de ce à quoi il devrait servir est trop imprécise dans le droit et que donc le législateur devrait davantage expliquer quelles sont les missions qui leur incombent. Et donc, c'était l'un des enjeux. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement européen surtout, il y a une réflexion pour savoir est-ce qu'on devrait s'inspirer des avancées françaises de type entreprise à mission, de type modification du code civil ou bien plus anciennement du type devoir de vigilance pour proposer un cadre, notamment de vigilance, par exemple, qui soit valable au niveau européen. Alors, sur la question de la généralisation au niveau européen et du rôle de la PAC, il me semble que c'est un petit peu délicat parce que j'ai cru comprendre, là encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais que
la portée entre guillemets universalisatrice de la PAC crée en fait un certain nombre d'échecs locaux qui font que finalement elle n'est pas nécessairement adaptée je dirais aux particularités des conditions locales. Là où au contraire l'entreprise à mission, puisqu'elle évite une forme de standardisation, permet en fait à chacune des organisations qui s'en donnent de se définir la mission la plus adaptée. Donc on pourrait avoir une forme peut-être de mission minimale, d'engagements minimaux qui pourraient, par exemple, être suggérés par des politiques européennes. Mais je pense que l'important, c'est de garder la capacité d'écrire des missions qui permettent de faire vivre les vrais enjeux qui se posent finalement à chacune des organisations qui souhaitent adopter le modèle de la mission. Donc, pourquoi pas, à la limite, dire effectivement une politique comme une politique européenne pourrait exiger la transformation en société à mission, mais en ayant en tête que effectivement les missions s'exprimeraient peut-être différemment à la fois d'un pays à l'autre, mais aussi d'un territoire à l'autre, peut-être d'une échelle à l'autre de l'entreprise. Et il me semble que c'est ça qui doit rester la force de l'entreprise à mission. Ouais. Ouais, moi, je suis plutôt positif là-dessus, dans le sens où la politique agricole, elle a quand même toujours elle s'est toujours accompagnée d'innovations institutionnelles au niveau local, régional. Donc, mais oui, complètement, ouais. Ouais, ouais. L'idée qu'on peut avoir une mission au niveau territorial, je suis persuadé qu'il y aura des bonnes idées sur quel type d'organisation, quel type peut porter la mission au niveau pertinent. Merci. Alors après, c'est pas forcément toujours des questions, mais il y a beaucoup d'interventions de participants qui tournent autour de l'intérêt général. En fait, les entreprises agricoles, de manière un peu, comment dire, inhérente à l'activité, ont une activité qui est d'intérêt général, c'est nourrir, c'est assurer le transfert d'un patrimoine d'une génération à l'autre. Donc, il y a une démarche durable. Pour autant, effectivement, on voit que, tout à l'heure, Julien parlait du plan Écophyto, il y a quand même des difficultés à atteindre des objectifs collectifs. Et, et, euh, et il y a plusieurs personnes qui disent, mais faut-il pas être beaucoup plus encourageant et beaucoup plus, comment dire, coercitif pour pouvoir faire en sorte d'atteindre des objectifs de régénération d'agriculture, pour parler par l'agriculture, pour parler des propos de Bertrand, parce qu'on est dans une urgence climatique, une urgence aussi de changement de pratique, quoi. Et donc, du coup, est-ce que la société à mission va régler ce genre de problème urgent, compte tenu qu'il n'y a pas de coercition? Alors, merci beaucoup pour cette question, puisque ça me permet d'aborder un point très important que je n'ai pas rendu explicite dans ma présentation. C'est que, en fait, on peut avoir effectivement une bonne connaissance des problèmes, de se dire peut-être que la manière dont on mène l'agriculture est aujourd'hui pas soutenable, et qu'effectivement, j'ai vu préserver, par exemple, la fertilité des sols, nourrir l'humanité, etc. Du point de vue des enjeux, on voit bien. Par contre, du point de vue des réponses, ce n'est pas aussi évident que ça. Et donc, en fait, ça me permet d'insister sur le fait que l'un des principaux enjeux de la société à mission, c'est de rappeler que la naissance de l'entreprise au début du XXe siècle, c'était justement, comme je le disais, pour domestiquer l'innovation. Et en fait, c'était pour protéger la capacité à inventer de nouvelles manières de faire face soit aux enjeux, soit à développer le progrès technique, social, etc. Et donc, c'est un point très important à garder en tête que beaucoup d'entreprises à mission ou d'entreprises qui se dotent de raison d'être écrivent de très grands principes en disant moi, mon enjeu, c'est, je ne sais pas, de lutter contre le changement climatique, de résoudre la pauvreté de nourrir l'humanité, etc. En tant que tel, ça ne donne pas de prise. Ça ne dit pas quelles sont précisément les voies d'action, ce à quoi on s'engage en tant qu'entreprise qui a une capacité d'action, une capacité d'invention peut-être, d'innovation. Quelles sont les voies sur lesquelles on veut être jugé quand on dit on veut nourrir l'humanité? C'est oui, mais par exemple, à quelles conditions, par rapport à quels enjeux, sur quel savoir, avec qui est-ce qu'on veut travailler, et en fait, pour moi, c'est vraiment à ça que doit servir la mission, c'est d'être davantage précis sur le type d'engagement qu'on veut prendre. Et en particulier, il me semble que
l'engagement à mener, par exemple, l'expérimentation, la recherche, à être des terrains ouverts aux nouvelles pratiques, etc., sont, par exemple, des modes d'action qu'il faut aujourd'hui privilégier. Parce que, me semble-t-il, on ne connaît pas la réponse à tous les enjeux qui se posent et donc on ne peut pas s'engager à résoudre les enjeux. Il faut s'engager à travailler, à innover, à mettre les efforts qui sont nécessaires pour travailler sur ces questions-là. Alors peut-être Julien, pour la dernière, il nous reste 2 minutes. Julien, tu avais encore 2 questions, je crois, que tu n'as pas abordées. Peut-être si tu peux les rappeler à Kevin. Ah oui, c'est la question de, effectivement, est-ce que ces entreprises à mission, comment elles peuvent amener à la durabilité des filières, qui doit être le pilote? Et on peut se poser la question, finalement, dans les filières agroalimentaires, est-ce que quand on a des acteurs comme Danone, peut-être comme Mondelez dans le futur, enfin, comme voilà, les grands acteurs de l'agroalimentaire, euh, est-ce que c'est eux qui doivent piloter cet effort pour l'entreprise à mission? Est-ce que c'est les COP? Est-ce que c'est les agriculteurs eux-mêmes? Est-ce que c'est la politique agricole commune? Comment on peut... Est-ce qu'il y a des exemples de filières entières qui finalement se mobilisent avec ce concept d'entreprise à mission? Ou est-ce qu'on n'a pas encore vu ça? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a un modèle qu'on décrirait plutôt avec la théorie institutionnelle en gestion sur l'imitation. En fait, c'est le premier acteur connu d'une filière qui va définir un peu la manière de penser pour l'ensemble des acteurs. Et donc, en fonction de ce que fait le premier acteur de la filière, ça va avoir un impact plutôt positif ou plutôt négatif pour l'ensemble des autres, des suiveurs d'une certaine manière. Donc, c'est sûr que les têtes de filière ou ceux qui sont considérés comme les pionniers et qui vont le premier ont presque une responsabilité implicite qui est effectivement de bien faire le travail parce que c'est eux qui… Et alors d'ailleurs, il y a des secteurs dans lesquels tous les acteurs se disent mais on ne comprend pas pourquoi c'est lui qui est allé en premier parce que vraiment il a une mauvaise image dans le secteur, on sait qu'il n'a pas des bonnes pratiques et donc ce serait une forme de démonstration que l'entreprise à mission, ça n'est pas un engagement suffisant. Donc oui, je pense qu'il faut réfléchir à qui sont les acteurs qui sont susceptibles de porter et peut-être réfléchir à comment corriger quand le coup est déjà parti d'une certaine manière pour que voilà, l'exigence reste élevée, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un modèle qui est encore en invention et que donc ce sont les pratiques qui déterminent la réalité de ce que sera l'entreprise à mission demain. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les participants aux questions. Et je pense qu'on a répondu à l'essentiel. De toute façon, les intervenants auront le rapport des questions-réponses pour compléter s'ils le souhaitent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du coup un peu plus juridique avec la question de l'activité agricole et de l'évolution du droit rural. Et donc, mardi prochain, même heure, 11 heures. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci encore Julien et Kevin et au revoir à tout le monde. Merci. Merci.